Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur Molière Télévision. Bien avant, place au sommaire. Dans ces journaux, il sera question du dépôt à l'Assemblée nationale du rapport des activités de la CENI menées durant l'année 2022-2023 dans lequel figure l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et puis, les élèves du lycée Mwanga d'Ekolozi reprennent le cours le 2 mai prochain. L'annonce a été faite par le ministre provincial de l'éducation du Lualaba. Le développement de ces titres, c'est ici et maintenant. Sur instruction de la gouverneure du Lualaba, les élèves du lycée Mwanga d'Ekolozi vont reprendre les chemins de l'école le 2 mai prochain. L'annonce a été faite par le ministre provincial de l'éducation à l'issue d'une séance de travail avec les responsables étatiques du secteur éducationnel et les parents d'élèves du réseau catholique. Suivez. Trouver les voies et moyens pour sortir de la crise qui a frappé le lycée Mwanga de Kolozi et envisager une reprise apaisée des cours dans un délai acceptable. C'est le bien fondé de la séance de travail entre le ministre provincial de l'éducation et les responsables étatiques du secteur éducationnel ainsi que les parents d'élèves du réseau catholique. La rencontre a connu la participation du directeur de la province éducationnelle, Lualaba 1, du coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, la sœur préfet du lycée Mwanga et de l'association des parents d'élèves et d'autres. Tour à tour, différents intervenants ont fait des propositions dans le souci de voir les lycéennes reprendre le chemin de l'école dans le plus bref délai. Ainsi, les dispositions ont été prises pour que les cours reprennent le 2 mai prochain. Je voudrais ici rassurer les élèves du lycée Mwanga ainsi que les parents qu'après cette situation douloureuse, nous nous sommes réunis rapidement aujourd'hui au gouvernorat pour prendre des dispositions afin que les cours reprennent rapidement. Je voudrais confirmer ici que les mardis, les 2 mai, ça sera la reprise effective des cours au lycée Mwanga. Avant de clôturer la séance, le ministre provincial Alain Kantenga a réitéré les vives et sincères condoléances de la gouverneure Masuka Saini à l'endroit de la famille de l'élève de 11 ans, Ntanga Maloba, qui a perdu la vie de suite de ce sinistre. Et nous sommes touchés de la mort qui a frappé notre secteur. Cette fille innocente qui a quitté chez elle, mais qui a trouvé la mort après plusieurs interventions de médecins. Mais malheureusement, elle est partie. Les parents des élèves affectés par l'incendie du 24 avril 2023 ont de tout cœur remercié la chef de l'exécutif provincial pour sa spontanéité dans le secours de leurs enfants en détresse. En tout cas, le gouvernement est tout rémipiqué accent sana malgré que maman anako est combat, je sais que bile biote muku na fanya ni enjo eko ne bien instruire. Et remerciement est touché bazazi, il moufikie kule kote eko aipate. En tout cas, merci beaucoup. Moi fois sana. Les députés nationaux ont prorogé pour la 47e fois l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu à la question de savoir pourquoi le gouvernement tient encore à cette mesure exceptionnelle. Les explications avec Rose Mutombo, ministre nationale de la Justice. Suivez. Je me fais l'agréable devoir de me tenir du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale pour vous présenter, au nom du gouvernement, le projet de loi portant autorisation de la prolongation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Comme nous le savons tous, la partie est de notre pays, plus particulièrement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, est en proie à des violences récurrentes causées par des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Dans la perspective de remédier à cette situation qui a occasionné plusieurs morts et des déplacements de population, le président de la République, chef de l'État, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 territoires sus-indiqués. Pour continuer à produire ses effets,
Ce régime exceptionnel est prorogé sur autorisation du Parlement tous les 15 jours à partir de son entrée en vigueur, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. À ce jour, l'idéal de la paix n'est pas encore atteint car la situation sécuritaire demeure préoccupante, notamment dans la zone de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, où depuis quelques jours, il s'observe le renforcement de plusieurs positions par les terroristes RDF/M23. Les différents mouvements de ces derniers à Runyoni, à Tchanzu, à Sambinyo, en direction de Tamungenga, Kalengera, sur la route nationale 2, et la concentration sur l'axe Bosendo-Pont-Mabenga confirme ce renforcement et présage des attaques contre les positions de nos troupes loyalistes. Ces renforcements étant également visibles en face de Kibumbu, côté rwandais aux environs de Tongo, localité occupée par le contingent kenyan dans le cadre de la force régionale vers les localités Mulimbi et Rusekera. Face à ces tableaux, des dispositions idoines ont été prises pour que les activités de défense au front soient proportionnelles et par-delà supérieures aux menaces des forces ennemies. Eu égard de ce qui précède, et vu l'accentuation des activités de certains groupes armés tels que les terroristes M23/RDF qui exécutent les plans d'agression du pays par le Rwanda, il est impérieux que l'état de siège soit prorogé pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre leurs opérations de pacification des espaces concernés. C'est donc pour ce faire, et en vertu de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a saisi le Parlement sur décision du Conseil des ministres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, telle est l'économie du présent projet de loi que je soumets aux honorables députés nationaux en vue de son adoption. Il comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège. Le deuxième article est relatif à l'abrogation des dispositions antérieures contraires. Le troisième et dernier article se rapporte à l'entrée en vigueur de la loi. Je vous remercie. La CENI a déposé jeudi 27 avril à l'Assemblée nationale son rapport annuel exercice 2022-2023. Dans l'ensemble, cette feuille de route reprend différentes activités réalisées, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs qui vient de prendre fin. Suivez. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale. Nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points saillants, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail
Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Il n'y a plus de doute. Ceux qui ont des doutes peuvent se rendre compte que cette équipe est vraiment au travail. La CENI tout entière, avec tous nos démembrements, nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Je sais que comme vous êtes là, personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Tout le monde a été en mesure de se faire enrôler. Évidemment, c'est un exercice volontaire. Ceux qui ont voulu se sont fait enrôler. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir des candidatures. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite vers les élections. Donc, nous avons atteint le point de non-retour. L'Inspection générale des finances, IGF en sigle, a publié jeudi 27 avril la conclusion de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Cet audit révèle un manque à gagner estimé à 142 milliards de francs dans la paie des agents publics. En réaction, un spécialiste en économie propose au gouvernement de recenser tous les agents afin de bien contrôler la paie. Reportage. Cette mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État congolais concerne différents services publics et révèle un manque à gagner important de l'ordre de 148 milliards de francs congolais mensuellement pour le trésor public d'après l'Inspection générale des finances. Un analyste des questions économiques reconnaît la complexité de la situation dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Concernant les milliards de francs congolais qui sont en train d'être décaissés, en perte ou en déficit du trésor public, nous pensons que l'IGF n'a pas du tout tort. Parce que tous, en RDC, nous savons que c'est depuis un temps que nous ne voyons plus de pensionnés. Et quand quelqu'un est à son poste, il va au bureau, même s'il est à l'âge de retraite, il continue à être là-bas. Il faut qu'on lui donne quelque chose pour la survie. Ça, c'est la première cause, le premier élément à tenir en compte. Deuxièmement, il y a un problème d'effectif. Quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, mais on ne l'a pas encore retiré des listings de l'État, cela crée un autre souci. Pour éradiquer cette situation, il propose le recensement de tous les agents et fonctionnaires de l'État congolais en service. D'abord, il faut qu'on commence par faire le recensement des agents. Qu'on parvienne à mettre sur une liste claire et nette les agents de l'État qui sont mécanisés, qui existent et qui travaillent. Ça, c'est un. De deux, il faut qu'on parvienne à donner des numéros matricules à des nouvelles unités. Parce que je parle de numéros matricules, le ministère en charge de l'emploi, je reviens à cette question, doit vraiment travailler. Il a beaucoup de services. Il doit se mettre au travail pour entrer dans tous les services de l'État et connaître qui sont ces agents mécanisés, qui sont ces agents non mécanisés, et directement ça lui permettra de dégager les effectifs réels de fonctionnaires de l'État. D'après l'IGF, la liste de 961 agents chargés du traitement de la paie impliqués dans le réseau mafieux sera transmise aux instances judiciaires. Au cours de la séance plénière de ce vendredi 28 avril 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, il a été question de la présentation de l'économie à la proposition d'édits portant principes fondamentaux relatifs à la dénomination et à la débaptisation des avenues, rues et places publiques dans la province du Haut-Katanga. Plus de détails dans ce reportage de Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. Présentation de l'économie de la proposition d'édit portant principes fondamentaux relatifs à la dénomination et à la débaptisation des avenues, rues et places publiques dans la province du Haut-Katanga. Proposition d'édit de l'honorable député élu du territoire de Kambové, Komba Makaliliane. C'était à la séance plénière de ce vendredi 28 avril 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
La dénomination et la débaptisation des avenues devraient en principe refléter la mémoire des populations, l'histoire de la province. Malheureusement, l'on constate dans la province des pratiques consistant à attribuer aux avenues, rues, places publiques des noms d'une manière abusive, sentimentale et clientéliste, pratiques dues à l'absence de principes de base auxquels les autorités politico-administratives devraient se référer. Ces décisions des autorités ont parfois fait naître des remous sociaux, des polémiques, d'où la nécessité de poser par un édit les principes fondamentaux relatifs à la dénomination et des baptisations des rues, avenues et places publiques dans la province. Le présent édit trouve son fondement dans la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ces jours, spécialement à son article 204. Après débat et délibération, cette proposition de DIM a été jugée recevable et envoyée à la commission PAJ pour un examen approfondi. Juste après, c'est le rapporteur de cet organe délibérant, Lupata Mudimbi Thomas, qui a également présenté sa proposition de DIM portant détermination et sécurisation des terres urbano-rurales destinées à l'usage agricole. Lorsque nous étudions les causes, nous nous rendons compte que évidemment, plusieurs raisons ont été à la base de la crise que nous sommes en train de traverser. Parmi lesquelles l'absence même des terres à cultiver. Vous allez vous souvenir que toute la ceinture de la ville de Lubumbashi, lorsque nous naquîmes dans cette ville, nous savions que toute la ceinture, elle servait de culture. C'était dans une ambiance très particulière que s'est déroulée cette séance plénière sous la direction de l'honorable président Katebengo Michel. Après sa mission effectuée aux États-Unis, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a regagné son fief. Les climats d'affaires et d'opportunités d'investissement au Lualaba ont constitué la charpente de sa mission. Reportage. La réputation de la province du Lualaba sur le plan international continue à susciter la curiosité de plusieurs États intéressés à y faire les affaires. Cette fois, c'est un groupe de présidents des commissions du Sénat et de Chambre des représentants qui ont bel et bien voulu échanger avec l'initiatrice du projet de développement de la province du Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka Saini, qui venait d'être dépêché dans le pays de l'oncle Sam par la bénédiction du président Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Plusieurs députés et sénateurs l'attendaient à leur bureau administratif au Capitol Building, parmi lesquels le député Joe Falls, président de la commission des affaires étrangères en charge des questions d'Afrique, et le député Wesley Hunt du Texas, vice-président de la commission énergie, ressources minières et hydrocarbures. Ensemble, la question du climat, des affaires et d'opportunités d'investissement dans la province du Lualaba ont été mis sur la table et évoqués lors des échanges. Après les Building Capitol, la délégation du gouverneur Fifi Masuka Saini a pris la direction du bâtiment de la Fondation des Nations Unies où son collège l'attendait pour l'écouter sur les opportunités d'investissement que présente sa province et la vision qu'elle regorge. Un habitué de la langue de Joe Biden, la représentante de la province du Lualaba n'a pas lésiné sur l'occasion lui accordée de dresser un tableau général de la vie de sa population locale qui vit dans un contexte de contraste entre la richesse de son sol et la pauvreté de cette communauté. Un paradoxe, ce sur quoi se focalise l'énergie des luttes qu'elle mène au quotidien. This is an opportunity for me to salute the courage and determination of our president, the President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the President of the Democratic Republic of Congo, as he fights for a win-win partnership in the mining sector in the DRC. Lualaba province
is home to some of the largest cobalt reserves in the world. And we are determined to make the most of this blessing for the benefit of our citizens and the world. We are proud to be part of the United States Department Energy Research Government's initiative, which aims to promote transparent and sustainable management of mineral resources in the. Et pour finir, les travaux de construction du réseau de la ligne haute tension du courant électrique dans la ville de Kasumbalesa se déroulent normalement. Pour cause, l'autorité urbaine André Kapampa était descendu le jeudi 27 avril 2023 sur les sites en question pour s'enquérir du déroulement de ces projets qui prendront fin d'ici 4 mois. Suivez. C'est une descente d'inspection du déroulement des travaux de construction de la station haute tension électrique sur la route de contournement ce vendredi 27 avril 2023. Maître André Kapampa Kamwania, maire de la ville de Kasumbalesa, est allé se rendre compte de l'évolution des travaux, mais aussi se rassurer du traitement convenable des ouvriers sur les sites. Chaque midi? Oui, chaque midi. Okay. Vous commencez à quelle heure? Nous commençons le travail à 8h juste. Vous terminez? À 17h. Il y a des arriérés, des salés? Non, il n'y a pas les arriérés. Les travaux débutés depuis octobre 2022 évoluent normalement. D'ici 4 mois, des matériels électriques pourront y être installés, selon Rami Grèce, gestionnaire du projet. Normalement, on a commencé à terminer les 4 fondations des transformateurs de puissance du projet. On a 4 transformateurs, 250 MVA et 2 autres 20 MVA. Ça, ce sont presque terminées les fondations. Et on commence à appeler le bâtiment de contrôle. Pour le bâtiment de contrôle, la construction, ça prend à peu près de 3 à 4 mois. Après qu'on termine le bâtiment de contrôle, on commence à les fondations de tous les équipements extérieurs. Ça prend à peu près aussi 3 ou 4 mois. Après qu'on termine tous les travaux génie civil, on commence l'installation des équipements qui arrivent dans 2 ou 3 mois. Ça, c'est le planning de notre projet. Par cette visite, le maire de la ville de Kasumbalesa a promis aux ouvriers l'amélioration des conditions de travail déplorées par eux. C'est notamment la prise en compte des jours fériés et le renouvellement des tenues pour leur sécurité. André Kapampa, qui était accompagné du chef des services de l'énergie, celui des TPI, la société civile, le conseil urbain de la jeunesse, le responsable de la SNEL, a sur le champ instruit les gestionnaires du projet de prendre en compte les doléances des ouvriers, et ce, dans le respect de la législation en matière du travail en République démocratique du Congo. Avant de vous quitter, voici les rappels des titres. Dans ce journal, mesdames et messieurs, il a été question du dépôt à l'Assemblée nationale du rapport des activités de la CENI menées durant l'année 2022-2023, dans lesquelles figure l'identification et l'enrôlement des électeurs. Et puis, les élèves du lycée Mwanga d'Ekolozi reprennent le cours le 2 mai prochain. L'annonce a été faite par le ministre provincial de l'Éducation du Lualaba. C'est la fin complète de cette édition du journal sur Molière Télévision. Merci de nous avoir suivis.